Je vais déjà vous parler un petit peu de la genèse du livre, parce que c'est un petit peu pour ça que je viens. Ma femme a fait les chroniques pendant 2 ans sur France Bleu, sur le patrimoine, et elle est auteure, elle a écrit une trentaine de livres, donc principalement sur le patrimoine. Et donc du coup c'est quelque chose qui est fait bien. Et puis moi de mon côté, ça fait 4 ans que je développe un jardin-forêt dans notre jardin, donc on a un jardin de 1300 m², dans lequel je plante énormément d'arbres. Et puis je vais vous expliquer un petit peu la démarche. Du coup, elle a contacté des éditeurs et elle a su qu'il y avait un éditeur qui cherchait des auteurs pour écrire un livre sur le jardinage. Donc nous, on s'est plié à une ligne éditoriale qui était de faire un livre qui soit vraiment grand public et qui ne soit pas très technique. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc c'est le livre que vous voyez là, qui s'appelle Mon jardin malin et écolo. Moi je suis très motivé par la permaculture, donc on va en parler. Donc l'idée c'était de faire de la permaculture sans le nommer. Donc c'est vraiment des premières approches du jardin pour faire du jardinage avec le vivant. Donc c'est imprégné de permaculture, et on n'a pas voulu en parler justement pour que ça reste vraiment super grand public, quoi. Donc là, ce que je vais vous présenter ce soir, je vais aller beaucoup plus loin que ce qu'on a pu faire dans le livre, parce que c'est plus moi ce qui me... Ah, attends, je sais pas pourquoi, il faut que je bouge régulièrement. Ah, voilà. Donc ouais, moi c'est plus ce qui me motive, c'est la démarche par rapport au vivant. Alors j'ai intitulé ça du jardin à l'assiette parce que dans le livre, c'est vraiment la démarche qu'on voulait avoir, c'était de partir de la fin du repas avec les déchets qu'on pouvait avoir, pour parler du compostage, le fait de nourrir les poules, et puis que derrière, en fait, on allait prendre soin de notre sol. Sur le sol, on allait avoir des plantes qui allaient pousser, et puis on allait faire en sorte de prendre soin de tous les êtres vivants du jardin, donc des insectes, des oiseaux, des orvelles, des choses comme ça. Et on fait toute la continuité du soin des vivants, ensuite plus de la technique pour faire du potager, un peu d'arboriculture, pour revenir à quelques recettes, pour revenir à l'assiette. Donc c'était vraiment la ligne directrice du livre. Donc c'est pour ça que j'ai repris du jardin à l'assiette, mais on va parler plus du cycle du vivant, parce que c'est plus ce qui m'intéresse. Donc ça va être... voilà, on va pas parler de technique de jardinage. Du coup, je sais pas s'il y a moyen d'enlever ça. Non. Bon bah c'est pas grave. Hop. Vous ne le voyez pas. Bon bah du coup, ça tombe bien, j'ai pas besoin qu'il y ait écrit. Donc ça c'est une peinture, je peux pas vous dire de quel siècle ça date. Bon, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est Rubens. 18e, d'accord. Donc c'est une image de la Genèse. Alors du coup, je vais quand même lire, j'avais noté le texte qui était à côté que je trouvais intéressant. Donc au fait, Paul Rubens dépeint le jardin tel qu'il est décrit dans la Bible, plein de tous les arbres agréables à regarder et bons à manger, ainsi que l'arbre interdit de la connaissance du bien et du mal. Alors ça, c'est l'image qu'on se fait du paradis sur Terre, c'est-à-dire qu'on est dans un lieu qui est totalement naturel, et on pense que c'est le jardin originel, c'est-à-dire que si on enlevait les hommes, eh ben la vie, ça serait comme ça, et qu'on aurait des forêts qui seraient des nourricières, avec énormément d'animaux, et c'est l'image qu'on a finalement de la vie après la mort, un jardin d'abondance, avec des fruits qu'il suffit de lever le bras pour pouvoir cueillir. Voilà, c'est revenu. Alors toute ma présentation de ce soir, ça va être justement pour un peu essayer de comprendre pourquoi on a cette image originelle et puis déconstruire un petit peu cette vision-là. Alors, je vais aborder des choses qui peuvent paraître pas forcément liées à premier abord, et vous allez voir que j'en fais des parallèles. Donc j'utilise une petite technique de facilitation graphique, j'ai fait des petits dessins pour chacun des items que je présente, et puis vous verrez que ces items-là, on les retrouvera.
En fait, idéalement, il aurait fallu que je puisse dessiner en même temps que je fais la présentation. En fait, si on veut simplifier les écosystèmes naturels, il y a trois grands styles d'écosystèmes sur la Terre. Il y a les endroits où il n'y a rien qui pousse, donc ça c'est les déserts. Donc ça peut être des banquises, ça peut être des déserts qui sont très chauds, comme le Sahara ou le désert du Gobi. Donc là vous voyez j'ai dessiné un trait, il n'y a rien, c'est le désert. Et ensuite, un autre écosystème c'est la savane, c'est des grandes étendues avec des herbes, et puis quelques arbres épars sur lesquels des troupeaux d'herbivores courent, et puis mangent de l'herbe, et puis s'en vont. Alors ça c'est la savane. Et puis un troisième écosystème, c'est la forêt. Donc on est dans des écosystèmes où on va avoir énormément d'arbres, donc ça peut être aussi bien la forêt qui est la forêt amazonienne qu'une forêt qu'on peut avoir ici. En fait, dans le grand principe, c'est qu'on va avoir des arbres qui vont être très grands, qui vont se toucher et qui vont refermer la canopée, qui va faire que le soleil ne va pas du tout toucher le sol. Donc ça, c'est dans la nature, si on laisse les choses faire et que l'homme n'intervient pas du tout, c'est les trois grands types d'écosystèmes qu'on va retrouver. Comment ? Il y a la toundra aussi. Oui, en fait la toundra c'est un peu la steppe, en fait ça va être... alors c'est vrai que c'est un peu simplifié, parce qu'on peut considérer, mais en fait on va avoir des arbres épars, et en fait ce qui va faire la différence entre ces écosystèmes, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, ça va être le climat. Intégralement au climat, donc ça va être la latitude qui fait qu'on va avoir des températures qui vont être plus ou moins importantes, et puis ça va être les précipitations. C'est-à-dire qu'en dessous de certaines précipitations, on ne pourra pas avoir une forêt, et puis plus on va avoir d'eau et puis on va avoir de la chaleur, plus on va avoir un écosystème naturel qui va tendre vers la forêt. Et ce qui limite du coup la steppe, le toundra, pour aller vers de la forêt, soit c'est les problèmes de chaleur, soit c'est les problèmes d'humidité, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment de précipitations. Donc, si on supprime l'influence de l'homme, eh ben, on a des systèmes qui sont stables et qui sont dus aux conditions climatiques. Alors, si on pense à la succession écologique, c'est la façon dont la nature se réempare d'un lieu qui a été fortement abîmé. Donc, par exemple, une façon d'abîmer un lieu, ça va être de le brûler. Donc si on part d'une terre brûlée, on va se retrouver, comme j'ai retrouvé le même trait, on va avoir à nouveau comme un désert, on va avoir rien du tout sur notre sol. Et alors très rapidement, la première année, si on a de la pluie, on va avoir des plantes annuelles qui vont revenir. Donc dans les plantes annuelles, ça va être toutes les mauvaises herbes, enfin en gros, dès que vous mettez votre sol à nu, vous allez avoir des plantes annuelles qui vont arriver, et leur rôle, ça va être de tout de suite protéger le sol du rayonnement solaire. Donc dans les plantes annuelles, je vous ai dit, on a toutes les graminées, donc toutes les céréales, et on a également énormément des plantes potagères qu'on va utiliser au potager. Et puis ensuite, ces plantes annuelles, on va avoir d'autres plantes qui vont s'installer, et on va avoir une installation peu à peu d'arbustes qui vont être des arbustes pionniers, qui sont les arbustes qu'on va trouver aussi en lisière de forêt, et qui vont peu à peu modifier le sol, et qui vont créer du sol, et qui vont faire qu'on va arriver au bout d'un moment à restituer le milieu naturel tel qu'il aurait dû être, et tel qu'il devait être avant la destruction par le brûlis. Donc on va arriver à ce qu'on appelle le climax, c'est l'état naturel. Donc ça peut être soit de la savane, et ça peut être de la forêt. Donc chez nous, ici, si on faisait vraiment rien et puis qu'on n'avait pas de problème climatique, on aurait une forêt qui viendrait se remettre. Et puis bon, ce qu'on dit, c'est que pour avoir une forêt primaire, par chez nous, il faudrait avoir 1000 ans. Donc ça, c'est très très long parce qu'on a ce qu'on appelle la succession écologique. Il faut qu'il y ait certains arbres qui s'installent, qui meurent, pour que d'autres puissent venir. Et si on met ça en parallèle avec les paysages ruraux européens, en fait, ça c'est les termes, la guerre, l'ortus, le saltus et la silva, c'est des termes qui datent de l'époque gallo-romaine et qui décrivent les systèmes, qui décrivent les paysages. Donc la guerre, c'est le champ cultivé. Donc en fait, le champ cultivé, c'est un champ duquel on va enlever tous les végétaux, et puis sur lequel on va faire pousser, comme je vous le disais, soit ça va être des céréales,
soit on va faire pousser des légumes. Alors, il y a un autre système qui s'appelle l'ortus, et ça c'est un espace jardiné qui est un espace ressource, qui est luxuriant et qui est clos, et donc dans lequel on va avoir des végétaux qui sont différents, on va utiliser des végétaux qui sont de strates différentes, donc avec des arbres, des arbustes, des légumes, et puis là ce que j'ai dessiné, mais je ne sais pas trop, enfin, j'avais fait de la vide, c'est-à-dire que là on va utiliser vraiment toute les différentes strates de végétation, et on va avoir une grande variété. Donc ensuite on a le saltus, c'est les prairies qui sont pas des prairies qui sont très, très fertiles pour faire de la culture, donc on va utiliser pour mettre le bétail, et puis des éléments boisés qui ont une vocation agricole, dans lequel on va envoyer par exemple les cochons pour manger des glands, et puis voilà, mais qui ont encore une vocation agricole. Et ensuite il y a la silva, c'est le bois, la forêt, qui est laissé dans son état, qui sont laissés dans son état naturel. Donc là, je vous ai remis la forêt, et puis du coup la savane. Je te voyais pas, Michel. Alors tout ce que je vous ai décrit, en fait, ça peut être des modes de culture. Donc c'est le mode de culture du potager, le mode de culture en permaculture, on parle beaucoup de jardin-forêt, c'est ce dont je vous ai parlé. Donc le principe du jardin-forêt, c'est d'utiliser différents végétaux, tous au même endroit, pour essayer de resimuler une forêt, mais qui va être une forêt cultivée. Et ensuite, où on retrouve ici la savane et la forêt. Et en zonage, en permaculture, je peux peut-être définir rapidement ce que c'est que la permaculture, parce que j'en ai pas parlé. La permaculture, c'est un mouvement qui est né dans les années 70, suite au premier choc pétrolier. C'était en Nouvelle-Zélande, mais c'était deux Australiens qui ont commencé à réfléchir à comment on pourrait avoir une agriculture qui soit perpétuelle. Donc c'était en réaction à l'agriculture conventionnelle, à l'agriculture industrielle, qui est une agriculture qui déstocke du pétrole, qui déstocke du sol, et qui n'est pas du tout, qui ne peut pas être pérenne dans le temps. Donc ils ont commencé à réfléchir comment on pouvait avoir une agriculture qui agrade l'environnement plutôt que de le dégrader. Et ils ont défini des méthodes de design pour penser un jardin et puis pour penser une ferme de manière optimum pour gérer l'eau, pour gérer l'ensoleillement et aussi pour gérer le travail humain. Donc je parle de gérer le travail humain parce qu'il y a une notion qui est super importante, c'est le zonage, c'est-à-dire qu'on va partir de ce qu'on appelle le point zéro, la zone zéro, c'est la maison qui est au milieu, et ensuite on va faire des cercles concentriques. Et on va définir les différentes activités qu'on va vouloir faire au jardin en fonction de leur éloignement de la maison. C'est-à-dire qu'on va mettre tout proche du jardin, tout proche de la maison, les activités qui vont prendre beaucoup de temps. Donc on va mettre, si on va avoir les poules plusieurs fois dans la journée, on va les mettre près de la maison. Si on fait du potager et qu'on a besoin d'y accéder régulièrement, soit parce qu'on a besoin de récolter, soit on a besoin de s'en occuper, on va le mettre dans la maison. Donc ça, c'est dans la zone 1, on va avoir notre potager. Et puis, plus on va s'éloigner, plus on va avoir des techniques agricoles qui vont nous permettre de ne pas aller, qui vont nous permettre de moins nous en occuper. Donc, quand on va commencer à s'éloigner, on va avoir des arbres fruitiers, on va avoir ce qu'on peut appeler le jardin-forêt, parce qu'il est quand même entretenu, mais on n'a pas besoin de trop s'en occuper. Puis quand on va s'éloigner, on va avoir le bétail dont on ne s'occupe pas trop, qui est dans les prés. Et en allant encore plus loin, dans la zone 4, c'est la zone sauvage. Parce qu'on considère en permaculture que sur une ferme, il faut qu'on conserve un endroit qui soit un peu primitif, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est un endroit dans lequel on ne va pas intervenir et où on va laisser justement la succession écologique se dérouler. Et alors tout ce dont je vous ai parlé jusque maintenant, quand je vous ai parlé des écosystèmes, je vous ai parlé de la succession écologique, c'était pour vous montrer que la nature étend à se complexifier, tend à réparer le sol quand il a été abîmé, et du coup,
là, on a un processus qui est le processus de développement naturel. C'est-à-dire que le sol, quand il est avide, on va avoir des annuelles qui vont arriver. On va avoir une diversité avec des annuelles qui vont rester, et puis des premières plantes pionnières et des arbres qui vont se développer. Et puis plus ça va aller vers notre climax, donc avec des arbres qui vont être immenses, qui vont fermer la canopée. Il faut que je parle plus fort? D'accord. Hop, il faut que j'appuie là-dessus aussi. Tac. Ok, donc j'ai encore le message d'état. Donc voilà ce que je voulais vous dire, c'est que en fait, plus on va s'éloigner de notre maison, dans le zonage en permaculture, plus on va arriver à un système qui est naturel. Et actuellement, notre façon de cultiver, c'est la façon qui est la moins naturelle quand on étudie, cette graduation. En fait, l'agriculture conventionnelle, aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire que systématiquement, on met le terrain à nu et on met des annuelles. Donc on mange des annuelles et on est tout le temps en train de lutter contre la nature. Et du coup, on est obligé énormément s'en occuper et ça reste proche de la maison. Et ça, c'est pas du tout ce qu'on voit dans le jardin de la Genèse, parce que ce qu'on voit, c'est plutôt quelque chose qui ressemble à un jardin-forêt. Et en fait, il y a quelque chose qu'on penserait qui est naturel, c'est-à-dire qu'on pense que naturellement, la forêt va être abondante et va être généreuse pour nous. Et c'est absolument pas le cas. En fait, si vous allez en forêt, vous n'aurez pas des magnifiques pommiers qui vous donnent des pommes, des choses comme ça. Et cette image qu'on a de la Genèse, et c'est l'image aussi qu'on a de la forêt amazonienne. En fait, dans la forêt amazonienne, on a l'impression qu'il y a énormément de fruits, enfin, il y a énormément de fruits, il y a énormément de plantes que les Indiens d'Amérique peuvent utiliser. Et en fait, ce qu'on a découvert, c'est que cette forêt, elle a beau être immense, en fait, c'est une forêt qui a été cultivée depuis des milliers d'années. Et il y avait des dizaines de millions d'Indiens d'Amérique qui vivaient dans ces forêts et qui la cultivaient. Donc s'il y avait énormément d'arbres qui étaient utiles pour les humains qui y habitaient, c'était pas du tout un hasard, c'était parce qu'ils les plantaient et parce qu'ils les sélectionnaient. C'était tout simplement que quand ils mangeaient les fruits, qu'ils avaient des noyaux, et ben ils les remettaient au sol, et puis ils viraient les arbres qui ne les intéressaient pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on découvre tout juste maintenant, parce que quand les Européens sont arrivés dans la forêt amazonienne, ils ont apporté des maladies avec eux qui ont fait qu'ils ont décimé totalement toute la population. Et c'est quelque chose dont ils ne se sont pas rendus compte. C'est-à-dire que dans les premiers témoignages, quand ils sont arrivés dans la forêt amazonienne, ils voyaient qu'il y avait plein de monde. Et puis quand des personnes se sont retournées plusieurs années plus tard, il n'y avait plus personne. Et en fait, on a éradiqué ces populations. Et ce qui a fait qu'on n'a pas compris que quand on arrivait dans la forêt amazonienne, on n'arrivait pas dans une forêt qui était vierge. Parce que quand on entend forêt vierge, on considère que l'homme n'y a pas eu d'impact. Alors qu'au fait, ces forêts-là ont eu énormément d'impact. Ont été énormément cultivées par les humains. Et on se pose la question de savoir si les Gaulois, qui vivaient beaucoup de cueillettes, certainement cultivaient également énormément les forêts. C'est-à-dire qu'ils faisaient en sorte d'avoir des forêts qui étaient nourricières et qui n'étaient pas forcément la forêt naturelle. J'en reviens à cette fameuse image d'Épinal, et c'est là que l'image de la Genèse change. Dans le passage de la Genèse, en fait, les hommes prennent la pomme, qui est la connaissance, et du coup, ils sortent du jardin d'Éden. Et en fait, historiquement, les hommes sont sortis du jardin d'Éden il y a 10 000 ans, quand il y a eu la révolution du néolithique, qui se sont mis à cultiver. Et avant ça, les hommes étaient tous des chasseurs-cueilleurs. C'est-à-dire qu'ils se servaient ils se servaient du gibier qui pouvait vivre tout seul, et puis ils entretenaient la forêt pour pouvoir manger tout ce qu'ils y trouvaient, et ils trouvaient vraiment tout ce dont ils avaient besoin. Et en fait, les archéologues ont fait des recherches et se sont rendus compte qu'au moment où les sociétés sont passées des sociétés de chasseurs-cueilleurs aux sociétés de culture, et ben, on voit que les hommes, ils ont augmenté en nombre de population, mais par contre, ils ont diminué en taille, ils sont devenus plus petits,
ils se sont mis à avoir des carences, ils se sont mis à avoir des problèmes de dents, et en fait avoir énormément, et à perdre énormément aussi en espérance de vie. Et en fait, il s'est passé il y a 10 000 ans quelque chose qu'on n'arrive pas forcément à expliquer, parce qu'il y a des avantages. En fait, il y a des avantages à avoir du blé parce que ça permet de stocker la nourriture. Mais en fait, pour l'humain, en tant que physiologiquement, c'était une perte, parce que c'était une perte au niveau de sa santé. Et puis, c'était une perte parce qu'en fait, il a fallu commencer à travailler, ce qui n'était pas le cas avant. Et du coup, en prenant la pomme, et ben, les hommes se sont condamnés à être obligés de travailler pour pouvoir manger. Et c'est un peu ce que je vous raconte là, c'est une histoire qui est racontée dans un livre qui s'appelle Ismaël de Zanelkin, où il explique, il met vraiment bien en perspective cette transition de la période néolithique au moment où des personnes sont passées du statut de chasseur-cueilleur au statut de cultivateur. Et en fait, ça nous permet de remettre en perspective cette période, parce que dans la Genèse, on dit bien qu'en fait c'était une erreur de faire ça. Et en fait, ça voudrait dire que la Bible a été écrite par des personnes qui étaient des chasseurs-cueilleurs, et qui ont vu que d'autres commençaient à être des cultivateurs, et puis qui ont vu au fait qu'ils commençaient à mettre le doigt dans l'engrenage, qui dure toujours. C'est là que maintenant, une fois que je vous ai mis par rapport à ça, enfin, je vous ai mis dans cette perspective-là, je vais pouvoir vous décrire un petit peu l'agriculture d'aujourd'hui. Donc là, je vais aller vite parce que vous le savez déjà, et puis c'est pas très drôle. Mais on est dans une agriculture actuelle qui est très énergivore parce qu'elle nous demande beaucoup de machines, elle nous demande beaucoup de produits phytosanitaires qui sont des pesticides, qui sont des engrais de synthèse. La plante, actuellement, on est obligé de l'arroser pour qu'elle pousse, donc on est obligé de faire des efforts d'irrigation. Et puis, on laboure énormément, donc le labour, c'est également quelque chose qui nous demande beaucoup de travail, et du coup, le labour et le travail, c'est la même origine étymologique. Et du coup, j'ai mis carrément, du coup, c'était même pas, j'ai même plus mis une agriculture destructrice, j'ai mis que c'était une culture destructrice, parce que cette agriculture, elle entraîne un certain nombre d'externalités qui sont assez effroyables, et que vous connaissez déjà, donc je ne vais pas m'y attarder. Mais c'est beaucoup de perte de sol, c'est-à-dire qu'on perd complètement la fertilité de nos sols actuellement, parce que tout simplement, on a énormément d'érosion, dès qu'il pleut, vu qu'on n'a plus de structure, les sols se barrent. On a des énormes pertes de biodiversité, on a des catastrophes naturelles, dont par exemple j'ai mis des inondations, énormément de pollution, et puis une dépendance à l'industrie et au pétrole, qui fait qu'actuellement, alors les chiffres diffèrent, mais on dit qu'en gros il nous faut 10 calories de pétrole pour pouvoir produire une calorie alimentaire. Donc en fait, c'est comme si on mangeait... Enfin, symboliquement, c'est comme si on mangeait du pétrole, parce qu'on injecte 10 de pétrole pour avoir 1 d'alimentaire. Donc c'est pas du tout quelque chose qui est efficient, alors que dans la forêt, ça pousse tout seul, et puis dans la forêt jardinier, ça pousse tout seul également. Donc c'est ce que je vous disais, on a un vrai problème culturel par rapport à notre façon de cultiver, parce qu'on est passé de l'ortus à la guerre, comme je vous expliquais, on est passé du jardin-forêt, il y a 10 000 ans chez les chasseurs-cueilleurs, et ben, à la culture. Donc on est passé de la cueillette au labeur, donc on s'est mis à travailler alors qu'avant, en fait, on n'avait pas forcément besoin de le faire. Et on est en train de changer totalement nos écosystèmes, où on est en train de les faire rétrograder, on est en train de faire exactement l'inverse de la succession écologique. On est en train de passer de la forêt au désert. Donc là, maintenant, on va arriver à qu'est-ce qu'on peut faire, parce que c'était pas hyper drôle jusque-là. Donc là, j'ai pris en photo une de mes assiettes qui est chez moi. En fait, tout ce que je vous ai dit jusque-là, c'était pour vous montrer qu'on avait comme problème, c'était pas un problème de technique, c'est un problème de culture, c'est notre façon de faire les choses, et que si on veut résoudre un problème qui est culturel, et ben, c'est en essayant de changer notre propre culture qu'il faut qu'on le fasse. Alors, en fait, dire ça, c'est énorme, parce qu'en fait, changer de culture, c'est quelque chose qui est super compliqué, parce qu'on est complètement baigné dans cette culture. Mais en fait, on n'a pas trop le choix. Donc, il faut quand même qu'on essaye de s'y mettre.
Donc je vous ai repris le bon mot que j'aime, c'est qu'avec la permaculture, je perds ma culture. C'est un jeu de mots qui marche qu'en français. Donc à l'origine, ça ne pouvait pas vouloir dire ça, parce que c'était un mot anglais. Donc c'était la culture permanente. Et du coup, ce que je vais vous décrire maintenant, c'est comment fonctionne la vie en vrai, et pas comme le pensaient les hommes qui ont commencé à faire de l'agriculture. Donc on va changer notre façon de jardiner. On va jardiner avec le vivant.